And I convinced him to we'll start charging money to bring the kids over while his sisters were swimming. Le monde d'Adam Harrison s'est effondré lorsque le prêteur sur gage d'or et d'argent, autrefois une entreprise familiale florissante, a été consumé par la trahison et le scandale. Après la mort du vieux Richard Harrison en 2018, l'unité de la famille s'est effondrée sous les poursuites judiciaires et les accusations amères Adam, sur le point d'hériter d'un héritage. A vu ses rêves détruits lorsque la confiance s'est évanouie et que les secrets les plus sombres de la famille ont été révélés. Découvrons le chagrin, les trahisons et les rebondissements étonnants qui ont provoqué leur chute. L'ascension et la chute du prêteur sur gage d'or et d'argent. Le prêteur sur gage d'or et d'argent niché à Las Vegas n'a pas toujours eu de caméras ou de touristes qui faisaient de la queue. Au début, c'était une petite entreprise familiale, rien d'extraordinaire, juste un endroit où les gens pouvaient mettre en gage leurs biens pour un peu d'argent supplémentaire. Mais ensuite, l'émission de télévision est arrivée et tout a changé. Pawn Stars a été diffusée à la télévision en 2009 et a transformé cette humble boutique en un phénomène mondial. Rick Harrison, le cerveau de l'émission, est devenu une célébrité pratiquement du jour au lendemain. Il avait le don de repérer des trésors et de raconter des histoires qui accrochaient les téléspectateurs. Certains disent « rien ne vaut le vinyle pour moi ». Rien ne vaut le plaisir de vendre du vinyle. La célébrité a été formidable au début, attirant les clients stimulants, les ventes et faisant de la famille Harrison des célébrités. Mais la célébrité n'est pas gratuite. Dans les coulisses, les choses étaient loin d'être parfaites. Mais ce que personne n'a vu, ce que les caméras n'ont jamais capturé, c'est l'accord secret conclu dans l'arrière-boutique une nuit tardive, une décision qui hanterait Rick et sa famille pendant des années. Le cœur et l'âme de la boutique étaient Richard, le vieux Harrison, le père de Rick. Il était sévère mais juste, le genre de gars qui imposait le respect sans dire grand-chose. Il travaillait dans le secteur du prêt sur gage depuis des décennies et connaissait son métier. Les clients lui faisaient confiance et les fans adoraient son humour pince sans rire et son attitude pragmatique. Mais Anthony désir. Tout a changé lorsque le vieil homme est décédé à l'âge de 77 ans. Sa perte n'a pas été qu'un coup dur personnel. Cela a ébranlé les fondations de la famille et de l'entreprise. Sans sa main ferme, les choses ont commencé à se dégrader. Rick a pris les choses en main, mais la dynamique familiale a changé. Les tensions qui couvaient depuis des années ont fait surface. L'un des plus gros problèmes concernait la mère de Rick, Joanne. Au début des années 2000, Joanne avait été gravement malade et avait été hospitalisée. Pendant qu'elle se remettait, Rick l'a convaincue de céder ses 51% de parts du magasin. Plus tard, elle a affirmé qu'elle n'avait pas bien compris ce qu'elle faisait à l'époque et qu'elle s'était sentie obligée de le faire. J'aurais dû m'en douter avec un gars comme Steve Carell. Il saisissait la moindre occasion pour me faire des misères, quand Richard est mort. Elle s'attendait à hériter de ses 49% de parts. Mais les choses ont mal tourné. Joanne a poursuivi Rick en justice, l'accusant de mauvaise gestion des fonds et de rétention de l'argent qui lui était dû. Elle a également allégué que Rick avait profité de sa vulnérabilité il y a toutes ces années. La bataille juridique a été amère en public, traînant le nom de la famille dans la boue et ajoutant de l'huile sur le feu. Joanne a demandé une ordonnance restrictive contre Rick. Elle voulait l'empêcher de vendre les biens de la famille ou de dissimuler des fonds qui, selon elle, lui appartenaient de droit. Les documents déposés au tribunal ont révélé que Rick lui avait autrefois versé une allocation régulière provenant des bénéfices de la boutique, mais que ces paiements avaient cessé en 2020. La santé de Joanne s'était également détériorée et elle avait besoin de soins 24 heures sur 24, ce qui n'était pas bon marché. La demande d'ordonnance restrictive comprenait une demande de rétablissement de son allocation et d'interdiction à Rick d'effectuer tout mouvement financier sans son consentement. Rick a nié toutes les allégations, insistant sur le fait que sa mère était manipulée par d'autres pour leur profit, mais le mal était fait et la réputation de la famille en a souffert. Pendant que Rick faisait face aux retombées du procès de sa mère, d'autres scandales se préparaient.
Austin Chumley Russell, l'adorable gaffeur de l'émission, s'est retrouvé en grande difficulté en 2016. La police a perquisitionné son domicile dans le cadre d'une enquête sur des violences conjugales. Bien que ces accusations n'aient pas été retenues, la perquisition a permis de découvrir un trésor d'objets illégaux, notamment de la méthamphétamine, de la marijuana et des armes à feu non enregistrées. Chumley a fini par plaider coupable d'un crime d'armes à feu et d'un délit de drogue. Il a évité la prison en acceptant une mise à l'épreuve et une thérapie. Mais ses ennuis judiciaires ont jeté une ombre sur l'émission. Les fans qui avaient ri de ses pitreries à l'écran ont alors découvert une autre facette de lui. Et ce n'était pas joli. Corey, le fils de Rick, le grand patron, avait lui aussi ses problèmes. Corey avait toujours été ambitieux, désireux de prouver qu'il était l'avenir du prêteur sur gage. Mais sa vie personnelle était un désastre. Il avait l'habitude de faire ces choses-là. Il griffait de petits dessins sur une carte, la signait, et celle-ci est même datée de janvier 1900, lors d'un incident embarrassant. Corey s'est fait expulser d'un bar après avoir uriné en public et jeté un tabouret. Il s'est excusé par la suite, mais l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Puis il y a eu le fiasco du camping-car. Corey avait loué un camping-car pour une escapade dans le désert, mais le véhicule a été rendu en très mauvais état. Le propriétaire a affirmé que le véhicule était en très mauvais état, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'équipe de Corey a mis cela sur le compte de problèmes mécaniques, mais l'incident ne lui a pas fait de faveur aux yeux du public. Corey a également eu des problèmes de santé. Son poids avait atteint des niveaux dangereux, ce qui l'a poussé à subir un pontage gastrique en 2010. L'intervention lui a permis de perdre plus de 45 kilos, mais maintenir cette perte de poids a été un combat constant. Les pressions de la célébrité, les drames familiaux et la gestion du magasin ont eu raison de lui. Malgré ses efforts pour redresser la situation, Corey s'est souvent retrouvé à la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. L'émission elle-même n'était pas à l'abri de la controverse. Les fans adoraient les experts qui venaient évaluer des objets rares et insolites. Mais certains de ces experts avaient leurs propres secrets. Johnny Jimenez Jr., un expert en jouets, a été accusé de violence conjugale. Drew Max, un spécialiste des souvenirs sportifs, a été accusé d'avoir authentifié des faux qui ont ensuite été vendus aux enchères. Ces scandales ont amené les téléspectateurs à s'interroger sur la crédibilité de l'émission. Les estimations étaient-elles légitimes ou n'étaient-elles que de la poudre aux yeux? Un incident particulièrement embarrassant a impliqué un expert qui a mal identifié un autographe sur un script du Parrain. La signature était censée être celle d'Al Pacino, mais il s'est avéré qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. Des erreurs comme celle-ci ont entamé la réputation de l'émission au fil des ans. Pawn. Stars a commencé à changer. Les premières saisons avaient un certain charme, elles, se concentraient sur l'histoire et les anecdotes des objets apportés à la boutique. Mais à mesure que l'émission gagnait en popularité, elle se concentrait davantage sur le drame. Des rapports ont révélé que de nombreuses interactions étaient mises en scène. Quel serait ton nom de catcher? Guapo les vendeurs étaient présélectionnés. Les articles étaient évalués à l'avance et même les disputes familiales semblaient scénarisées. Les fans qui avaient suivi l'émission pour vivre l'expérience authentique d'un prêteur sur gage ont commencé à se sentir déçus. L'émission était toujours divertissante, mais elle avait perdu l'imprévisibilité qui la rendait spéciale. Au milieu de toute cette agitation, les acteurs ont été confrontés à une nouvelle vague de scandales. Olivia Black, une ancienne employée du magasin, est devenue la favorite des fans pour son style avant-gardiste et sa personnalité dynamique. Mais son temps dans l'émission a été écourté lorsque des photos d'elle nue ont fait surface en ligne. Olivia a été licenciée, ce qui a suscité l'indignation des fans qui ont estimé que la décision était injuste et a provoqué des violences conjugales. Elle a intenté une action en justice contre l'émission, mais a finalement abandonné l'affaire. Olivia s'est lancée dans une carrière de mannequin et de divertissement pour adultes. Mais l'incident a laissé un goût amer à de nombreux téléspectateurs. Le magasin lui-même n'a pas été épargné par les problèmes juridiques dans une affaire.
un homme a accusé le prêteur sur gage d'or et d'argent d'avoir fondu une collection de pièces, volées d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le magasin a nié tout acte répréhensible, affirmant que les pièces étaient non identifiables et qu'elles auraient pu être vendues ou fondues avant que le vol ne soit signalé. L'incident n'a fait qu'ajouter à la liste croissante des controverses entourant l'entreprise. Tout a commencé dans une petite boutique bien avant que quiconque n'imagine ce qu'elle deviendrait. Célébrité, fans et transactions à enjeux élevés. La scène dans Pawn Stars avec Steve Carell commence de manière assez ordinaire, mais les choses deviennent rapidement bizarres dans le bon sens du terme. La boutique basée à Las Vegas a vu passer des tonnes de célébrités. Mais quand un type qui ressemble beaucoup à la star de The Office se présente, les choses prennent une tournure amusante. Il ressemble à Carell, agit de manière drôle comme Carell, mais insiste. Ce n'est pas Carell. Rick ne peut s'empêcher de l'approcher pour en avoir le cœur net. Il s'avère que ce n'est qu'un hilarant malentendu. Le sosie. De Carell à lui-même, un bon sens de la comédie qui divertit Rick et l'équipe. Le véritable moment fort de cette visite se produit lorsque l'homme, mystérieux qui pourrait tout aussi bien être le jumeau de Carell, s'intéresse à un couteau de plongée de la Seconde Guerre mondiale. Rick présente rapidement la pièce et le type se met aussitôt à plaisanter sur son design polyvalent, couteau décapsuleur tire-bouchon et matraque tout en un. Les plaisanteries fusent naturellement, créant un moment qui aurait pu être écrit pour une sitcom dans le style classique de Pawn Stars. Une négociation de prix s'ensuit. Rick suggère d'abord une juste valeur marchande de 2500 $ le faux Carell, qui ne perd jamais le fil. Propose un montant ridiculement élevé de 4000 $, clairement pour que l'humour continue. Rick joue le jeu et la négociation devient plus une routine comique qu'une transaction sérieuse. Finalement, le couteau restait invendu, mais tout le monde repart en souriant. Plus tard, Mick Foley, la légende de la lutte, entre dans la boutique avec des souvenirs vintage. Un t-shirt Love Dude et un masque de Mankind signé Rick et Chumlee s'illuminent à la vue de ces objets. Surtout lorsqu'ils apprennent que les pièces sont dédicacées par Foley lui-même. Chumlee, étant un passionné de catch, se lance dans une mini-leçon d'histoire sur les multiples personnages de Foley. Le vendeur propose 500 $ pour les 2 articles lorsque Rick demande un prix. Comme d'habitude, Rick ne va pas acheter sans vérifier l'authenticité des signatures. Foley, étant un bon joueur, reste dans les parages pendant que Chumlee appelle un ami qui connaît les objets de collection de catch. À la surprise générale, Foley accepte lui-même d'inspecter les articles. Il confirme que le masque et le t-shirt sont authentiques. Il ajoute un peu d'histoire sur la rareté des t-shirts de ce type en raison du coût élevé de la production de tie-dye. Il essaie de conclure l'affaire pour 200 $. Mais le vendeur décide qu'il préfère garder les articles, surtout après avoir rencontré Foley en personne. Vous savez quoi? Je vais jouer le jeu. Que diriez-vous de 3200 $? C'est une affaire pour un autre épisode. Stan Lee, le légendaire créateur de bandes dessinées, fait une apparition. Un client apporte une bande dessinée originale de Spider-Man des années 70, signée par Stan Lee et l'artiste John Romita. La bande dessinée présente une scène avec Mary Jane et Spider-Man. C'est un peu osé pour l'époque. Mary Jane est dans une baignoire et invite Spider-Man à la rejoindre intrigué. Rick sait que cette bande dessinée a de la valeur, mais le prix demandé par le vendeur, $10,000, lui semble exorbitant. Chumlee, désireux d'impressionner Rick, suggère d'apporter la bande dessinée à la station Marvel Avengers de Las Vegas pour qu'elle soit authentifiée. À la station, Chumlee rencontre un expert qui confirme que les signatures sont authentiques. Le vendeur essaie de maintenir le prix de 10 000 $. Mais Rick, toujours en négociateur, réplique avec 500 $. Après quelques allers-retours, il s'accorde sur 5 000 $, avec Chumlee rayonnant d'avoir négocié l'affaire. La rencontre avec Stan Lee a sans aucun doute été le point culminant de cet épisode, offrant aux fans un croisement mémorable entre la culture pop et l'histoire. Dana White.
Le président de l'Ultimate Fighting Championship fait une apparition remarquée dans l'épisode 17 de la saison 15, Il est à la recherche d'une pièce unique à ajouter à sa collection d'armes grandissantes. Chumlee et Corby lui montrent plusieurs épées anciennes. Mais c'est une épée de samouraï du 15e siècle restaurée qui attire l'attention de Dana Rick. Raconte l'histoire détaillée de la lame, expliquant ses liens avec une famille de samouraïs et la coûteuse restauration qu'elle a subie au Japon. Le prix demandé est de 40 000 $. Dana, toujours prête à se battre, réplique avec 28 000. Rick ne cède pas, et après quelques négociations tendues, Dana accepte 35 000, mais il n'a pas encore fini. Repérant d'autres épées dans la boutique, Dana offre 30 000 de plus pour le lot. Chumlee et Corey, ravis de cette vente massive, commencent à emballer les épées. Rick, cependant, n'est pas très content lorsqu'il découvre qu'ils ont vendu le sabre de samouraï. Il leur avait explicitement dit de ne pas le vendre. Dana repart avec un butin de 69 000 $ et il ne peut que secouer la tête face à cette situation inattendue. Rick n'est cependant pas très content lorsqu'il découvre qu'ils ont vendu le sabre de samouraï. Il leur avait explicitement dit de ne pas le vendre. Dana repart avec un butin de 69 000 $ et il ne peut que secouer la tête devant cette manne inattendue. Enfin, dans l'une des premières saisons, Chumlee a une altercation avec la légende de la musique reclus Bob Dylan. Tout commence lorsqu'un client apporte une copie de l'album d'autoportrait de Dylan dans l'espoir de le vendre. Rick offre 50 $ en précisant que l'album n'est pas en parfait état. Mais il a une idée s'ils peuvent obtenir une signature de Dylan. La valeur pourrait monter en flèche. Chargé de retrouver Dylan, qui est en ville pour un concert, Chumlee parcourt les rues de Las Vegas. Contre toute attente, il trouve Dylan et parvient à obtenir l'autographe. De retour au magasin, Chumlee présente fièrement l'album signé à Rick. Cependant, au lieu de se contenter de signer son nom, Dylan l'a personnalisé avec un message à l'intention de Chumlee, ce qui diminue sa valeur de revente. Il est loin d'être ravi, mais Chumlee est aux anges d'avoir rencontré l'une de ses idoles. Pawn Stars a le don de mélanger humour, histoire et apparition de célébrités d'une manière qui captive les téléspectateurs. Qu'il s'agisse d'erreurs d'identité, de légendes de la lutte, d'icônes de la bande dessinée ou de musiciens reclus, l'émission sait comment transformer des transactions ordinaires en moments inoubliables. Le sosie de Steve Carell n'a peut-être pas acheté le couteau de plongée, mais sa visite à la boutique a fait rire tout le monde. Même si le couteau n'a pas été vendu, il s'est transformé en l'une de ces rencontres mémorables qui rendent l'émission unique. On peut en dire autant de l'apparition de Mick Foley. Le vendeur aurait pu repartir avec son souvenir dédicacé. Mais les fans de catch ont pu assister à un segment divertissant mettant en scène l'une de leurs superstars préférées. L'épisode de Stan Lee se démarque car il combine l'univers des bandes dessinées avec l'histoire, ce qui fait la renommée de Pawn Stars. La signature de Stan Lee sur la bande dessinée de Spider-Man a considérablement augmenté la valeur de l'objet. L'excitation de Chumlee à l'idée de rencontrer Lee était palpable, ce qui montre que même après des années de travail dans la boutique, rencontrer une légende comme Stan Lee est un événement. La visite de Dana White. La visite de Dana White a été un autre moment fort, non seulement en raison de la somme d'argent colossale en jeu, mais aussi parce qu'elle a montré comment la boutique traite les acheteurs haut de gamme. Vendre un sabre de samouraï pour 35 000 $, puis ajouter 30 000 $ pour le reste des sabres n'est pas une mince affaire. Il avait l'habitude de les sortir. Il griffonnait des petits trucs sur une carte. La signait et celle-ci est même datée de janvier 1900 cool. C'est un excellent conseil. La réaction de Rick en découvrant la vente a ajouté un peu d'humour à un épisode déjà passionnant. La quête de Chumlee pour trouver Bob Dylan et obtenir son autographe était un exemple classique de la façon dont l'émission mélange humour et histoire. Même si l'album dédicacé ne s'est pas révélé aussi précieux que Rick l'avait espéré, il a offert aux téléspectateurs une histoire amusante et un regarder la détermination de Chumlee. L'interaction avec le sosie de Steve Carell a été l'un de ces moments insolites qui n'arrivent que dans Pawn Stars. La décision de Rick d'approcher l'homme et de
Découvrir s'il était vraiment Carell s'est transformé en un échange amusant qui a diverti les téléspectateurs. Le fait que l'homme ait fini par plaisanter sur l'achat d'un couteau de plongée de la Seconde Guerre mondiale n'a fait qu'ajouter à l'humour de la situation. La visite de Mick Foley au magasin a été un régal pour les fans de catch, voir Chumlee s'extasier. Devant les souvenirs de Foley et entendre Foley parler de ses personnages de catch a rendu le segment captivant. Le fait que Foley ait lui-même vérifié l'authenticité des objets a ajouté une couche de crédibilité à la transaction. La présence de Stan Lee dans l'émission a été un événement majeur. Le fait qu'un client apporte une bande dessinée de Spider-Man signée par Lee et Romita était un événement rare. Le segment a mis en évidence l'expertise de la boutique dans le traitement des objets de collection, de grande valeur, et a montré comment ils font un effort supplémentaire pour authentifier les articles. Rencontrer Stan Lee a été la cerise sur le gâteau pour Chumlee, qui pouvait à peine contenir son excitation. L'achat de l'épée de samouraï par Dana White a été l'une des plus grosses ventes de l'histoire de l'émission. Le processus de négociation a été tendu, mais divertissante. Dana faisant tout pour obtenir une meilleure affaire et Rick tenant bon. Le fait que Dana ait fini par acheter plusieurs épées pour un total de 69 000 $ en a fait l'un des épisodes les plus mémorables. L'aventure de Chumlee pour trouver Bob Dylan et obtenir son autographe était à la fois drôle et impressionnante. Malgré les obstacles, il a réussi à retrouver Dylan et à lui faire signer l'album. Le message personnalisé de Dylan n'a peut-être pas augmenté la valeur de l'album, mais cela a donné à Chumlee une histoire à raconter pendant des années. Même les pros peuvent se tromper parfois. Ce qui suit, ce sont des histoires d'affaires qui ne se sont pas déroulées comme prévu. De paris coûteux et de contrefaçons. Rick et son équipe du magasin de prêteurs sur gage sont peut-être des vétérans du métier. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas été lésés par de mauvaises affaires de temps en temps. 14 ans d'expérience et de nombreuses leçons coûteuses n'ont pas empêché l'équipe de se faire avoir par quelques contrefaçons. Tout d'abord, il y a eu cette fois où quelqu'un est arrivé avec un livre soi-disant signé par Shoeless Joe Jackson. La signature de Jackson est le saint graal des collectionneurs de baseball. Le problème, c'est qu'il ne savait pas écrire. La plupart des objets signés qui lui sont attribués ont en fait été signés par sa femme. Mais le prêteur sur gage expérimenté, bien que le sachant, a pensé qu'il avait repéré quelque chose de rare. Il s'est dit que même si c'était un pari, ça valait le coup. Après quelques allers-retours, le responsable du magasin a décidé de débourser 13 000 $. C'est vrai 13 000 $ pour ce qu'il espérait être un authentique. Autographe de Shoeless Joe May, une fois que le type est sorti avec son argent. Le patron a pensé qu'il serait sage de faire appel à un véritable expert, mauvaise nouvelle. La signature n'était pas authentique. Il s'était lancé dans un gros pari et avait perdu. Ce n'était pas vraiment un coup de maître. Puis il y a eu l'incident du maillot d'échauffement de Kobe Bryant. Un type a apporté ce qu'il prétendait être un maillot de Kobe utilisé lors du match de la finale de 2010. Il portait le numéro de Kobe et tous les écussons correspondants. Et en plus, il était signé. Le vendeur en demandait 25 000 $. Le personnel était impressionné, mais savait qu'il avait besoin de l'avis d'un expert avant de dépenser une telle somme. Lorsque l'expert s'est présenté, les choses ont pris une autre tournure. Bien sûr. Le maillot était authentique, mais il n'avait pas été utilisé pendant le match. Il avait juste été distribué pendant le match, ce qui le rendait beaucoup moins précieux. Au lieu de valoir 25 000 $, l'expert l'a estimé à environ 15 000 $. L'équipe n'était pas d'accord avec ce prix. L'affaire n'a donc pas abouti. Fait amusant. Après le décès tragique de Kobe, la valeur de maillots similaires a grimpé en flèche pour atteindre plus de 200 000 $. On parle d'une occasion manquée. Les bandes dessinées étaient un autre point faible du magasin. Un jour, une femme nommée Chelsea est arrivée avec 7 boîtes de vieilles bandes dessinées. L'employé, toujours désireux de faire ses preuves, a sauté sur l'occasion sans feuilleter chaque bande dessinée ni faire appel à un expert. Il proposa à Chelsea 500 $ pour le lot. Il pensait qu'il pourrait trouver 1 ou 2 perles rares. Il s'avéra que la plupart des bandes dessinées ne valaient presque rien après avoir transporté les boîtes dans les... Membres les plus âgés étaient loin d'être ravis.
Un expert confirma plus tard que, bien qu'il y ait eu quelques numéros de valeur, il ne couvrait pas de loin ce que l'employé avait payé. Un autre jour, une autre perte. Souvenez-vous de cette supposée veste indienne des années 1890. Un client s'est présenté en affirmant qu'il s'agissait d'une authentique veste de cérémonie Sioux, pensant qu'elle avait l'air authentique. Le chef d'équipe l'a payé moins $300. Cette chose est authentique. Il vaut vraiment son prix et je connais exactement la personne qui peut me renseigner. Il n'a pas pris la peine d'appeler un expert au préalable, ce qu'il aurait dû faire. Une fois la veste examinée, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une reproduction faite pour les touristes et non d'un vêtement porté par les Amérindiens il y a plus d'un siècle. Cette erreur lui a coûté cher, et qui pourrait oublier la lettre de Napoléon? Un type a apporté une lettre encadrée en prétendant qu'elle avait été signée par Napoléon lui-même, le jeune associé, pensant qu'il tenait quelque chose de spécial. Il a négocié un accord et l'a acheté pour $2000. Il était assez confiant quant à sa trouvaille, jusqu'à ce que le patron insiste pour la faire authentifier. Un expert y a jeté un coup d'œil et a souligné les problèmes flagrants. La lettre était une réplique et non un original. L'investissement de $2000 des associés. Une leçon inutile apprise. Ne négligez pas l'avis d'un expert. En parlant de musique, un vendeur a apporté ce qu'il prétendait être une mandoline Gibson Vintage. Le même employé enthousiaste, se souvenant à quel point son manager aimait les instruments, s'est dit qu'il avait impressionné le patron en l'achetant sur le champ. Il a négocié le prix à $1500 et a conclu l'affaire. Mais lorsque le responsable du magasin a fait appel à un expert, les choses ont rapidement mal tourné. La mandoline s'est avérée être une contrefaçon avec plusieurs caractéristiques incorrectes, comme un autocollant que Gibson n'a jamais utilisé. Le pari de $1500 s'est transformé en un échec complet. Harry! Puis il y a eu la débâcle de la carte de baseball de Cy Young. Un type est entré avec une carte abîmée de 1909 représentant le légendaire lanceur Cy Young. L'ancien passionné de cartes de baseball n'a pas pu résister. Il a négocié avec le vendeur pour faire passer le prix de $1000 à $300. Pensant qu'il pourrait encore faire un profit, il a finalement obtenu la carte. L'expert l'a examinée et a confirmé qu'elle était authentique, mais en si mauvais état qu'elle valait à peine $200. Le pari n'a pas payé et il s'est retrouvé avec une centaine de dollars en moins. Enfin, parlons de ces 6 fausses montres Rolex que le jeune associé a achetées au début de son travail de nuit. Il pensait faire des affaires en or. Il a déboursé $4000 pour 6 montres qui se sont toutes avérées être des contrefaçons. Le patron n'était pas très content quand il l'a découvert et le débutant de l'équipe de nuit a suivi un cours intensif sur les raisons pour lesquelles il est crucial d'acheter des articles haut de gamme authentifiés avant de les acheter. Il n'y avait pas que les montres et les maillots. Le jeune associé a essayé d'acheter un uniforme de baseball de Willie Mays pour $31 000 après qu'un expert l'ait confirmé. C'était un vrai. Malheureusement, l'uniforme était authentique. Il n'avait pas été porté lors d'un match, ce qui lui faisait valoir bien moins que prévu. Nous sommes toujours. Il s'est avéré par la suite que l'uniforme était un faux complet, et il s'est finalement vendu aux enchères pour seulement $19 000, soit une perte de $12 000 qu'il a dû assumer. Pour finir, voici une question simple. Les vendeurs d'articles contrefaits devraient-ils être plus sévèrement punis ou les acheteurs devraient-ils être plus prudents? Le parcours d'Adam vers la vérité. Adam avait toujours été proche de sa famille. Du moins, c'est ce qu'il pensait. En grandissant, il croyait que l'homme qu'il appelait papa était son père biologique. Ils partageaient les vacances, les rires et même les disputes comme n'importe quelle autre famille. Mais Adam avait toujours eu l'impression d'être une pièce du puzzle qui ne s'emboîtait pas tout à fait. Il y avait des chuchotements, des commentaires désinvoltes et un silence gênant occasionnel lorsque certains sujets étaient abordés. Pendant des années, Adam a balayé le problème en se disant qu'il réfléchissait trop, mais les doutes persistaient comme des ombres. Une nuit, Adam a trouvé une lettre qui disait qu'il y avait quelque chose qu'il devait savoir. Avance rapide jusqu'à la fin de la vingtaine. Adam a décidé de faire un test ADN. Non pas parce qu'il cherchait des réponses, mais par curiosité. C'était à la mode et des amis le faisaient pour retracer leur patrimoine.
Il n'aurait jamais imaginé que cela bouleverserait tout son monde. Une déclaration au nom de la famille dit « Notre famille est extrêmement attristée par la mort d'Adam. Nous avons demandé à ce que notre vie privée soit respectée pendant notre deuil. Les résultats sont arrivés et c'était clair comme de l'eau de roche. » L'homme qui l'avait élevé n'était pas son père biologique. La révélation le frappa comme un coup de tonnerre, ébranlant les fondements mêmes de son identité. Au début, Adam garda la nouvelle pour lui. Il avait besoin de temps pour comprendre ce que cela signifiait. Les souvenirs affluèrent, les différences subtiles dans les traits, les moments où il s'était senti comme un étranger et ses conversations familiales silencieuses. Il rejeta l'idée. Plus il y réfléchissait, plus les pièces du puzzle s'assemblaient. Ce n'était pas seulement une question de génétique. Il s'agissait de vérité, de confiance et des personnes qu'il pensait connaître le mieux. Finalement, Adam décida d'affronter sa mère. La conversation fut l'une des plus difficiles de sa vie. Elle confirma la vérité, mais le supplia de garder le secret. Selon elle, elle avait ses raisons. La vie était compliquée. Elle a dit que des choix avaient été faits. Mais pour Adam, il ne s'agissait pas seulement de choix. Il s'agissait des mensonges qui lui avaient été racontés toute sa vie. La trahison l'a profondément marqué après la confrontation. Adam se sentait perdu. Il avait toujours été un fils loyal, mais maintenant, il avait l'impression de vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Il était connu sous le nom de Wax, bien qu'il ne fasse pas partie de l'équipe de Pawn Stars. Il était une star dans la famille. Les questions le consumaient. Qui était son vrai père? Pourquoi ne lui avait-on pas dit la vérité? Que lui cachait-on d'autre? Il réalisa que pour aller de l'avant, il avait besoin de réponses. La recherche d'Adam pour retrouver son père biologique ne fut pas simple. Il fallut des mois de recherche pour entrer en contact avec des parents éloignés et rassembler des fragments d'informations. Finalement, il le retrouva. La première rencontre fut un mélange d'émotions, de colère, de curiosity, d'excitation et de peur. Son père biologique, un homme qu'il n'avait jamais rencontré, était tout aussi stupéfait. Leur connexion ne fut pas immédiate, mais avec le temps, ils commencèrent à construire une relation. Adam découvrit une facette de lui-même qu'il n'avait jamais connue. Des traits de caractère, des manies, et même des rêves qu'il avait eus prenaient soudainement un sens qu'il n'avait jamais eu auparavant, alors que le lien d'Adam avec son père biologique se renforçait. Ses liens avec sa famille commençaient à se distendre. Il ne s'agissait plus seulement des résultats de l'ADN. Il s'agissait de la confiance qui avait été brisée. Le refus de sa famille de reconnaître son rôle dans la tromperie ne fit qu'approfondir le fossé. Les vacances devinrent tendues, les appels téléphoniques se firent plus rares, et l'amour qui semblait autrefois inconditionnel était désormais transactionnel. Adam a finalement pris la décision de s'éloigner. Ce ne fut pas facile, mais il a réalisé qu'il ne pouvait pas guérir dans un environnement qui refusait d'affronter la vérité. Couper les liens n'était pas une punition. Il s'agissait de préservation. Il avait besoin d'espace pour se redéfinir, pour accepter sa nouvelle identité et pour construire une vie basée sur l'honnêteté. Le fait de s'éloigner s'est accompagné de son propre lot de défis. Adam a été jugé par des amis et des membres de sa famille élargie qui ne comprenaient pas sa décision. Il a lutté contre la culpabilité, se demandant s'il avait fait le bon choix. Mais avec le temps, il a commencé à se sentir plus léger. Le poids des secrets et des mensonges n'était plus un fardeau à porter. Il a commencé à se concentrer sur l'avenir, à se consacrer à ses passions et à construire des relations fondées sur l'authenticité. L'histoire d'Adam nous rappelle que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de confiance, de respect et de volonté d'affronter les dures vérités. Son parcours a été douloureux, mais il l'a également conduit à grandir et à mieux se connaître. Aujourd'hui, il en est plus fort. Il est la preuve que même face à la trahison, il est possible de trouver la clarté et de se frayer un chemin qui vous ressemble. C'est une vie réinventée. Si les liens avec son passé ont peut-être été rompus, les nouvelles relations qu'il a nouées l'aident à construire un avenir prometteur et paisible. Son histoire, bien que profondément personnelle, touche tous ceux qui se sont déjà demandé ce que la famille signifie vraiment. Le voyage ne s'est pas arrêté à la simple décision de partir. Sa nouvelle vie a apporté de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Construire une relation avec son père biologique a demandé des efforts.
Ils avaient manqué des années de connexion et il y avait des lacunes à combler. Ils ont partagé des histoires, des souvenirs et des rêves pour essayer de rattraper le temps perdu. Son père biologique lui a présenté une famille élargie dont il ignorait l'existence. Des cousins, des oncles, des tantes. Était bouleversant. Mais aussi exaltant, chaque nouvelle personne qu'il rencontrait apportait une pièce du puzzle qu'était son identité. Il se retrouvait à naviguer entre deux mondes. D'un côté, il y avait son passé, la famille avec laquelle il avait grandi, les personnes qu'il avait aimées et les souvenirs qu'il chérissait. Il est mort d'une overdose. Maintenant, Eat News a reçu une déclaration de la famille Harrison qui dit que notre famille est extrêmement attristée par Yi. La mort d'Adam. Nous demandons de l'intimité pendant que nous pleurons sa perte. Adam Harrison n'avait que 39 ans. D'un autre côté, il y avait son avenir, une nouvelle famille, de nouvelles relations et la chance de se redéfinir. Il n'était pas facile de trouver un équilibre entre les deux. Il y avait des moments où la familiarité de son ancienne vie lui manquait, mais il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. La vérité avait tout changé. Au milieu de cette transition, il se consacra à ses passions. Il avait toujours aimé l'art. Et maintenant, il le trouvait source de guérison. La peinture devint son exutoire, un moyen d'exprimer les émotions qu'il ne pouvait pas mettre en mots. Son travail attira l'attention d'une galerie locale. Et peu de temps après, il organisait sa première exposition solo. Le soutien qu'il reçut fut incroyable et lui rappela que même dans les moments les plus sombres, il y avait des opportunités de lumière. Il commença également à se concentrer sur sa santé, à la fois mentale et physique. La thérapie devint une partie intégrante de sa routine, l'aidant à gérer les complexités de son parcours. Il s'est mis à courir, trouvant du réconfort dans le rythme de ses pas sur le trottoir. Ces moments de calme lui permettaient de réfléchir et de se ressourcer. Lentement, mais sûrement, il a commencé à reconstruire sa vie, au fur et à mesure que sa confiance grandissait. Il s'est mis à parler de ses expériences. Il a créé un blog, partageant son histoire avec d'autres personnes qui pourraient traverser des épreuves similaires. La réponse a été incroyable. Des personnes de tous horizons l'ont contacté, partageant leurs propres histoires de secrets de famille, de trahison et de découverte de soi. Il s'est rendu compte que son parcours ne le concernait pas, seulement lui. Il s'agissait de créer un espace pour que les autres se sentent vus et entendus. Grâce à son blog, il s'est connecté à une communauté plus large. Il a commencé à organiser des ateliers et des événements, encourageant les gens à explorer leurs propres histoires à travers l'art et l'écriture. Ces rassemblements sont devenus une source d'inspiration et de connexion. Ils lui ont rappelé que même s'il avait perdu une famille, il en avait gagné une autre. Une famille choisie d'individus qui le comprenaient et le soutenaient. Les années qui ont suivi ont été marquées par la croissance et la transformation. Sa relation avec son père biologique s'est approfondie et ils ont construit un lien qui semblait inébranlable. Sa mère et ses frères et sœurs, bien que toujours distants, ont parfois tendu la main. Les conversations étaient timides, mais elles représentaient un pas vers la guérison. Il ne s'accrochait pas à la colère ou au ressentiment. Il avait fini par comprendre que les gens font des erreurs, et bien que le pardon ne soit pas toujours facile, il était nécessaire pour sa propre paix. Une petite décision peut mener à des réponses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Des affaires en or et des rêves de bonbons. Dans l'émission Pawn Stars, il s'agit de transformer des objets étranges et uniques en argent. L'équipe excentrique qui se cache derrière cette émission attire les téléspectateurs depuis des années, grâce à ses négociations à la langue bien pendue et à ses personnalités décalées. Mais devinez quoi? Le gars que tout le monde considère comme un peu loufoque, Chumlee, est en fait le plus riche de toute la bande, né Austin Lee Russell au début du mois de septembre 1982 à Henderson, dans le Nevada. La star affable est bien plus que le mec drôle de la télévision. Son parcours, d'enfant qui aimait collectionner des objets bizarres à star de la télé-réalité, avec un solide sens des affaires, est rempli de moments intéressants. Grandir dans le chaos fastueux de Las Vegas.
Cet artiste a probablement acquis son talent pour les tractations et les négociations en vivant dans un endroit où le commerce est un mode de vie. Son père était disc jockey et sa mère travaillait dans un casino. Deux emplois qui font plus vibrer Las Vegas qu'une enseigne au néon. Dès son plus jeune âge, la personnalité de la télévision a appris l'art du commerce et du marchandage. Ce n'était pas une réussite du jour au lendemain. Il y travaillait bien avant que les caméras ne tournent, Louis et Corey Harrison, le fils du grand patron du magasin de presse sur gage, Rick Harrison, ont grandi en traînant dans le magasin qui allait un jour les rendre célèbres. Ce magasin a été ouvert en 1989 par Rick et son père Richard, que tout le monde appelait le Vieux, et est devenu leur terrain de jeu. À l'adolescence, le futur homme d'affaires aidait déjà au magasin de prêt sur gage d'or et d'argent. Pendant environ 5 ans, il a fait le sale boulot, nettoyant et faisant de petites courses, tout en apprenant les tenants et les aboutissants de l'entreprise. Lorsque l'idée de transformer le prêteur sur gage en une émission de télé-réalité a été évoquée, il n'était pas certain que le personnage comique y participe. Au moins 10 autres employés auraient pu occuper cette place. Mais il avait un avantage, son amitié étroite avec Corey et leur complicité naturelle devant la caméra. Le membre décontracté de l'équipe n'essayait pas de faire son show. Il s'était dit que la meilleure façon de se démarquer était d'être simplement lui-même. Cette attitude débonnaire et loufoque a attiré l'attention du producteur et, en peu de temps, il est devenu un incontournable de l'émission. Lorsque Pawn Stars a été diffusée sur History Channel en 2009, l'émission a connu un succès fulgurant. Elle a fait connaître toute l'équipe. Soudain, la vie est devenue un tourbillon de célébrités, d'argent et d'opportunités folles. Mais ne vous laissez pas tromper par son attitude décontractée. Dans les coulisses, l'homme d'affaires travaillait dur. Il a lancé sa propre marque de produits originaux, des t-shirts, des figurines à tête branlante et autres articles qui se sont vendus comme des petits pains. Rick Harrison, toujours l'homme d'affaires avisé, a racheté la moitié de son entreprise en 2010 pour la modique somme de 155 000 $. Cette décision a permis de gérer plus facilement le flot. De commandés provenant des fans, cet entrepreneur avisé ne se contentait pas de vendre des articles amusants à son effigie. Il avait de plus grands projets. En 2017, il a ouvert une confiserie sur le boulevard, juste en face du prêteur sur gage. C'était une décision judicieuse. Les touristes qui affluaient dans la boutique pouvaient simplement traverser la rue pour se sucrer le bec. Son frère sage l'a aidé à gérer l'endroit. Et l'entreprise a pris son envol. Mais ouvrir une confiserie n'a pas été sans embûches. Lorsqu'il a essayé de créer une boutique en ligne, il a découvert que quelqu'un avait déjà raflé tous les bons noms de domaine. Au lieu de céder aux prix élevés demandés par le squatter, il a dû trouver un nouveau plan. Et puis il y a le parcours de santé. Parlez-moi des hauts et des bas. À un moment donné, il a perdu plus de 45 kilos en supprimant la malbouffe et en suivant un régime strict. Mais il n'a pas été facile de maintenir son poids. En 2016, il avait repris environ 23 kilos. Son poids a fluctué jusqu'en 2021, quand il a finalement décidé de se faire opérer de l'estomac. Après cela, il a réussi à maintenir son poids autour de 86 kilos. Même s'il a dû faire face à des hauts et des bas dans sa vie personnelle, l'homme d'affaires est resté occupé. Il s'est lancé dans le métier de disc jockey, allant même jusqu'à suivre une formation pour apprendre les ficelles du métier. Son premier concert a fait la une des journaux, en partie parce qu'un journaliste lui avait demandé de faire une démonstration de ses talents. Girl Scout Cookies est une compagnie intéressante. Il a également envisagé de devenir un découvreur de talent pour les musiciens locaux à Las Vegas. Mais les choses n'ont pas toujours été roses. Début 2016. La star de télé-réalité s'est retrouvée dans le pétrin. Une descente de police à son domicile, déclenchée par une enquête sur une plainte pour agression sexuelle, a permis de découvrir une cachette de drogue et tout un arsenal d'armes. Maintenant, Unguarded 675, ou vous l'appelez chez vous. Si vous allez à 17-6, vous l'appellerez chez vous. Je ne vais pas plus loin. Fin de l'histoire. Affaire conclue. Il a été frappé de 19 accusations liées à la drogue et d'une accusation d'armes. Le scandale a été un coup dur pour son image publique. Pourtant, il a réussi à rebondir
Il a conclu un accord de plaidoyer plus tard dans l'année. Il a plaidé coupable à une accusation de crime d'armes et a accepté 3 ans de probation. Les autres accusations ont été réduites à des délits mineurs, bien que toute cette épreuve ait entaché sa réputation. Elle n'a pas signifié la fin de sa carrière. Malgré la controverse, l'entrepreneur est resté actif dans le monde des affaires. Sa confiserie a continué à prospérer et il s'est lancé dans d'autres projets. L'un de ses projets les plus originaux a été la création d'un jeu vidéo de style rétro appelé Chumley's Adventure. The Quest for Pinky, il a lancé une campagne réussie pour financer le jeu, qui a été conçu pour être joué sur des consoles Nintendo à l'ancienne. Il a également un faible pour les voitures, au fil des ans. Le collectionneur a constitué une collection impressionnante, comprenant une Maserati et une Rolls-Royce Phantom. Ce ne sont pas seulement des jouets. Ce sont des symboles de son parcours depuis l'époque où il tenait un mont-de-piété. En plus de tout cela, l'artiste a un faible pour les œuvres caritatives. En 2014, il a contribué à collecter des fonds pour la recherche sur l'autisme lors d'un événement appelé Anti-Up for Autism. Il est clair que s'il aime gagner de l'argent, il n'a pas peur de donner en retour quand cela compte. Bien sûr, sa vie personnelle a également connu des rebondissements. Il a rencontré Olivia Rodman en 2013 et en 2018. Ils étaient fiancés. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée l'année suivante. Mais en 2020, les choses semblaient s'être refroidies. Le couple a cessé de partager des photos ensemble en ligne et des rumeurs ont commencé à circuler sur une éventuelle séparation. Malgré cela, ils semblaient toujours se respecter, aimant occasionnellement les publications de l'autre sur les réseaux sociaux. L'immobilier est un autre domaine dans lequel la star a fait preuve d'une grande intelligence. En 2019, il a vendu sa maison de Las Vegas pour près de 1,4 million de dollars. Un joli bénéfice si l'on considère qu'il l'avait acheté un peu plus d'1 million 7 ans plus tôt. L'endroit était immense, s'étendant sur 2 acres, avec une maison principale, une maison d'amis et une piscine digne d'une rockstar. Puis vint l'émission et tout changea. La mine d'or de Las Vegas, à la fin des années 2000, avant que le streaming ne domine le monde. Une petite émission intitulée Pawn Stars est apparue sur la chaîne History Channel. Et il ne s'agissait pas seulement de mettre en gage de vieilles bricoles. C'était la mine d'or de Rick Harrison et de son équipe, littéralement. Située sous les lumières de Las Vegas. L'émission tournait autour du célèbre magasin de prêt sur gage d'or et d'argent que Rick dirigeait avec son père, Richard Benjamin Harrison, que tout le monde appelait le Vieux. Ce n'était pas un simple magasin de quartier poussiéreux. C'était devenu un haut lieu de tout ce qui était bizarre, historique et parfois excessivement cher. Rick Harrison était le cerveau de toute l'opération, avec des années d'expérience à flairer ce qui était vrai et ce qui était faux. Il savait exactement comment convaincre les clients à la recherche d'un peu d'argent facile. Sa spécialité était de connaître l'histoire de chaque objet bizarre qui franchissait la porte. Des pièces de monnaie anciennes aux guitares vintage. Rick savait jouer la carte de la ruse et s'assurer que la caisse enregistreuse de la boutique ne s'arrête jamais de sonner. Puis il y avait Corey Harrison, le fils de Rick, qui n'a pas simplement glissé dans l'entreprise à cause de son nom de famille. Corey, our big horse, a grandi dans ce monde d'achats et de ventes, et a donc appris très tôt les ficelles du métier. Il a fini par devenir gérant, s'occupant des tâches quotidiennes et de certaines des transactions les plus risquées du magasin. Il avait l'œil pour repérer les choses qui valaient de la peine d'être conservées et celles qu'il valait mieux laisser derrière lui. Chaque bonne exposition a besoin d'un joker. Et c'est là qu'Austin Chumley Russell est entré en jeu. Compagnon d'enfance de Corey, Chumley a été engagé pour travailler dans le magasin. Mais il est rapidement devenu l'un des favoris des fans. Bien sûr, il était souvent la cible de blagues parce qu'il était un peu désemparé. Mais ne vous y trompez pas. En matière de flippers et de jouets à l'ancienne, Chumley s'y connaissait. Les fans adoraient son charme loufoque, et il ajoutait juste ce qu'il fallait d'humour pour que les choses restent divertissantes. Et, bien sûr, le vieux, Richard Harrison, était là depuis le début, qui maintenait tout le monde dans le rang grâce à son attitude pragmatique. Ayant fait ses débuts bien avant l'avènement de la télé-réalité,
Il connaissait le jeu du prêteur sur gage sur le bout des doigts. Jusqu'à son décès en 2018, il était la main ferme de la boutique, toujours prêt à faire un commentaire pince sans rire ou à jeter un regard sceptique lorsque quelque chose de louche se présentait, ce qui distinguait Pawn Stars des autres émissions de télé-réalité. C'était le flux constant d'objets originaux, rares et carrément bizarres que les clients apportaient. Mais Rick et son équipe ne se contentaient pas de deviner la valeur des objets. Ils avaient une liste d'experts qui s'assuraient qu'ils ne se faisaient pas arnaquer. Des gens comme Danny Coker, qui connaissaient tout ce qu'il y avait à savoir sur les voitures et les motos, passaient quand quelqu'un arrivait avec une voiture ancienne. C'est un haut-parleur d'orgue, Leslie. Model 145. Ce truc a l'air de pouvoir faire des dégâts dans mon coffre. Chumley. C'est un peu trop grand pour ta voiture. Plus c'est gros. Mieux c'est. Comme un idiot qui en guide un autre. Il a ensuite joué dans sa propre émission, Counting Cars. Mais il est resté un visage familier au mont-de-piété. Quand de vieux livres apparaissaient, ils appelaient Rebecca Romney. Elle était la référence pour les livres rares et les manuscrits. Elle aidait le magasin à déterminer si un livre à l'aspect poussiéreux valait une petite fortune ou s'il ne constituait qu'une belle décoration pour une étagère. Et n'oublions pas Steve Grad, l'expert en autographe. Chaque fois que quelqu'un entrait en prétendant avoir une balle de baseball signée ou un souvenir d'Hollywood, Steve était le gars qui s'assurait que ses signatures étaient authentiques. Au fil des ans, l'émission n'est pas seulement restée populaire. C'est devenu un véritable phénomène. En 2016, on disait que Rick, Corey et Chumley gagnaient environ 25 000 $ par épisode. C'était une bonne affaire compte tenu du nombre d'épisodes qu'ils tournaient chaque saison. Et avec la célébrité, ils ont gagné encore plus d'argent grâce à des activités annexes, des partenariats et des apparitions. Ils ne faisaient plus qu'un simple magasin de prêteurs sur gage. Ils géraient une marque, alors que l'émission se concentrait beaucoup sur le marchandage et l'histoire des objets. Une grande partie de son charme provenait des relations entre les acteurs. Le style frank de Rick, l'approche plus décontractée de Corey, les singeries de Chumley et le comportement bourru mais sage du vieil homme formaient un mélange dont les téléspectateurs ne se lassaient pas. Les gens ne regardaient pas seulement pour voir les folies que quelqu'un tenterait de vendre, mais pour voir comment cette famille et leurs amis travaillaient ensemble et se heurtaient parfois les uns aux autres dans la gestion d'une entreprise. Même en janvier 2025. Le magasin est toujours ouvert et les caméras tournent encore. Rick est toujours aux commandes. Corey s'occupe des gros achats et Chumley fait son truc, en gardant les choses légères et drôles. Les fans continuent de revenir, attirés par le mélange d'histoires, de bizarreries et de visages familiers qu'ils regardent depuis plus de 10 ans. Pawn Stars s'est taillé une place unique dans l'histoire de la télé-réalité. Ce n'était pas tape à l'œil ou exagéré comme d'autres émissions. Tout tournait autour du frisson de la transaction. Rick et sa famille vers la gloire et la fortune. Ce n'était pas seulement le casting principal qui captivait les téléspectateurs, les personnes d'Equita entraient dans le magasin avec leurs objets étranges, jouaient un rôle important pour maintenir l'intérêt des téléspectateurs. On ne savait jamais ce qui allait se présenter. Un jour, il pouvait s'agir d'une épée de l'époque de la guerre de sécession, le lendemain d'un jukebox vintage, et parfois même de quelque chose d'aussi étrange qu'une tête réduite. La variété était infinie et cette imprévisibilité incitait les fans à revenir pour en savoir plus. Rick avait le don de transformer la transaction la plus simple en quelque chose de mémorable. Il voulait toujours connaître l'histoire d'un objet. Et c'est ce qui rendait l'émission différente. Il ne s'agissait pas seulement de faire des bénéfices. Il s'agissait de découvrir l'histoire cachée dans les objets du quotidien. Qu'il s'agisse d'une arme à feu ancienne ou d'une vieille montre de poche, Rick s'assurait que les téléspectateurs apprenaient quelque chose de nouveau à chaque épisode. Les experts qui apparaissaient dans l'émission devenaient eux aussi des visages familiers pour les armes. Ils faisaient souvent appel à Sean Rich. Ils s'y connaissaient en armes à feu et en épées anciennes, et aidaient le magasin à déterminer si une arme était authentique ou simplement une réplique fantaisiste. Pour les jouets anciens, Johnny Jimenez était la personne à appeler.
Il aidait à déterminer si une vieille voiture ou une figurine valait beaucoup d'argent ou s'il s'agissait simplement d'un souvenir d'enfance. Et il ne s'agissait pas seulement d'évaluer des objets. Le processus de négociation était un élément clé de l'émission. Les clients arrivaient souvent avec des attentes démesurées quant à la valeur de leur article. Rick les ramenait à la réalité en négociant âprement. Regarder les allers-retours était la moitié du plaisir. La célèbre réplique de Rick sur le fait qu'il devait faire du profit est devenue une blague récurrente parmi les fans. Mais c'était vrai. La boutique n'était pas une œuvre de charité. C'était une entreprise et Rick savait comment la maintenir à flot. Corey apportait son propre style à la table des négociations, alors que Rick était plus direct. Corey avait une approche plus décontractée. Il savait quand faire pression et quand se retirer, ce qui faisait de lui un grand négociateur à part entière. Chumlee, en revanche, n'était pas vraiment connu pour ses talents de négociateur. Mais il avait ses moments de gloire. De temps en temps, il surprenait tout le monde en concluant une bonne affaire. Dans les coulisses, le succès de Pawn Stars a transformé le magasin en attraction touristique. Des gens du monde entier ont commencé à visiter le prêteur sur gage d'or et d'argent, dans l'espoir d'apercevoir les acteurs ou même de participer à l'émission. L'augmentation de la fréquentation a été excellente pour les affaires et a également permis aux membres de la distribution de rencontrer leurs fans. Mais la célébrité a apporté son lot de défis. Au fil des ans, quelques controverses et des conflits personnels ont fait la une des journaux. Chumlee, en particulier, a dû faire face à des problèmes juridiques qui ont attiré une attention indésirable sur l'émission. Cependant, il a réussi à rebondir et l'émission a continué sans perdre de temps. La capacité des acteurs à rester professionnels et à faire avancer l'émission malgré des revers personnels témoigne de leur dévouement. Le magasin lui-même a changé au fil du temps. Ce qui a commencé comme une opération relativement petite s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Ils ont agrandi le magasin, ajouté des vitrines et embauché du personnel pour faire face à l'augmentation de l'activité. Le magasin a évolué pour gérer non seulement le prêt sur gage et la vente, mais aussi les exigences liées au fait d'être une émission de télévision. Malgré les changements, il est resté une entreprise familiale au cœur de son activité. Au fil des ans, Pawn Stars a inspiré plusieurs émissions dérivées. Des émissions comme American Restoration et Counting Cars ont présenté certains des experts qui étaient apparus dans Pawn Stars, bien que ces émissions dérivées aient eu leur propre attrait. Aucune d'entre elles n'a vraiment capturé la magie de l'émission originale. Pawn Stars est resté l'émission phare, celui qui a tout déclenché. Même si de nouvelles émissions de télé-réalité sont apparues et ont disparu, Pawn Stars a continué à faire recette. Son mélange d'histoire, d'humour et de marchandage s'est avéré être une formule gagnante. L'émission a réussi à rester fraîche en introduisant constamment de nouveaux articles et en restant concentré sur les personnalités que les fans avaient appris à aimer. Au fur et à mesure que l'émission entrait dans ses dernières saisons, elle a commencé à assumer son statut de phénomène culturel. Les membres de la distribution sont devenus des célébrités à part entière, faisant des apparitions lors d'événements et lançant même leurs propres produits dérivés. Malgré leur renommée, ils sont restés terre à terre, continuant à gérer la boutique et à tourner de nouveaux épisodes. Ce qui a fait le succès de Pawn Stars, c'est son authenticité. Bien qu'il s'agisse d'une émission de télé-réalité, elle n'a jamais semblé trop scénarisée ou fausse. Les interactions entre les membres de la distribution semblaient authentiques. Et les articles qui entraient dans la boutique étaient de véritables morceaux d'histoire. Cette authenticité a trouvé un écho auprès des téléspectateurs, faisant de Pawn Stars une émission qui se démarque dans le domaine très concurrentiel de la télé-réalité. Alors que Pawn Stars a captivé le public pendant des années, une question demeure. Est-ce l'authenticité